national de Palestine et président du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs chefs de mission diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations internationales, sans oublier les anciens présidents et les anciens présidents de l'OUA ou de l'Union africaine, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je me dois d'abord de remercier notre frère, Madame Dessalé, présidente de l'Éthiopie, pour l'accueil chaleureux qui a tous réservé à l'ensemble des délégations africaines. Et je dois me réjouir ici particulièrement de la présence massive des chefs d'État africains à ce sommet. Ce qui montre qu'ils ont entendu l'appel que pour qu'on prenne notre organisation au sérieux, il faut que nous-mêmes, les premiers, nous le prenions au sérieux. Au nom de l'Union, je présente mes condoléances et compassions au président Roch Kaboré du Burkina, Ibrahima Boubacar Keïta du Mali, à la suite des attaques subies par des terroristes. Aussi notre soutien au président Obiang, qui a été victime dernièrement d'une tentative de déstabilisation par des mercenaires. Me voici arrivé au terme du mandat de président de notre organisation que vous avez bien voulu me confier. Permettez-moi de vous remercier pour la confiance, le soutien et la coopération reçus tous au long de l'année 2017. En votre nom, je me suis constamment efforcé d'établir une nouvelle dynamique afin de nous permettre de passer du discours à l'action, des promesses aux résultats concrets et tangibles. J'ai pu ainsi prendre en compte l'impératif qui s'impose à nous de rester unis et solidaires, de parler d'une même voix, tout en agissant de concert, première prise en compte de nos préoccupations. Cela nous a beaucoup réussi, puisque nous avons pu faire élire notre frère d'Éthiopie comme responsable de l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons pu, au sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne, faire passer nos préoccupations, ce qui n'était pas donné d'avance, puisque nous avons pu faire adopter l'investissement dans la jeunesse, non pas de migration, même si nous avons parlé de migration. Et surtout, nous avons été très fiers de la façon dont ce sommet a été organisé. Aussi, je me suis permis de dire que ce sommet à Abidjan était mieux organisé que le dernier sommet à Bruxelles. Ça veut dire que l'Afrique, désormais, est capable et qu'il n'a plus besoin de complexes face aux autres. Je remercie tous les chefs d'État et de gouvernement qui ont œuvré à la réalisation de notre programme de travail durant l'année écoulée. Les champions sur les différents thèmes prioritaires, les membres du Conseil exécutif et du comité représentant permanent, ainsi que la commission de notre Union africaine. Je félicite particulièrement les champions. Ce n'était pas évident, mais tous les chefs d'État qui ont été chargés d'un dossier ont montré leur engagement et ont permis que l'Afrique puisse parler d'une seule voix sur ces différents dossiers. Je les remercie et j'espère que ceux qui auront le rôle de champion feront comme eux. Mes remerciements vont également au peuple et au gouvernement de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie pour la disponibilité et l'hospitalité dont nous avons toujours bénéficié et qui ne manque jamais à l'appel pour notre organisation. Je remercie aussi nos partenaires pour leur soutien à nos initiatives prioritaires, en particulier tous ceux qui ne ménagent pas leurs efforts pour nous appuyer dans notre processus de réforme, notamment notre frère et ami, le secrétaire général des Nations Unies. L'année qui s'achève a été marquée par de nombreux défis. La mise en œuvre de la réforme de notre Union, qui se déroule dans un contexte international difficile, montre notre détermination et affiche la nouvelle Afrique. Mesdames, Messieurs, distingués invités, au cours de l'année 2017, j'ai participé en votre nom à plusieurs forats où il fallait clamer et défendre nos idéaux et priorités. J'ai constaté l'importance grandissante de notre place et de notre rôle sur la scène internationale. Avec une population qui rapproche celle des deux colosses démographiques que sont l'Inde, la Chine et l'Inde, et un marché de 3,4 trillions de dollars, personne ne peut désormais nous ignorer. Que ce soit au sein du G20, du G7, ou alors d'éditions globales sur le commerce, le climat ou la paix et la sécurité dans le monde, j'ai nécessité de répéter nos désirs de transformation structurelle et de respect de notre souveraineté.
je n'ai jamais hésité à dire que la plupart des problèmes auxquels sont confrontés nos pays et l'Afrique sont dus à des interventions étrangères. Ces interventions, c'est nous qui subissons les conséquences. Donc, il est extrêmement important aujourd'hui que l'Afrique prenne son destin en main, que les programmes africains soient réglés par les Africains, même si nous devons avoir la coopération des pays frères et amis, mais c'est d'abord notre responsabilité et c'est nous qui devons faire face à ces problèmes. Nous sommes conscients que nous avons effectué un parcours certes appréciable, mais qui n'est qu'une petite étape de notre longue et complexe marche vers le développement pour faire profiter nos populations des bénéfices des immenses ressources dont notre continent regorge et pour juguler la margination et les vulnérabilités dont nous sommes parfois victimes. Je me réjouis en particulier du fait que notre engagement sur le thème choisi pour 2017 du dividende démocratique et l'investissement dans la jeunesse ait pu montrer que notre stratégie collective se tourne vers l'avenir. Nous savons que cette jeunesse africaine est impatiente et ambitieuse. Nous avons l'obligation de créer pour elle l'espace pour son plein épanouissement. Les appels lancés depuis cette tribune ont été suivis dans au moins 27 pays, y compris le mien, et plus de 40 pays ont pris des mesures importantes pour définir leur profil démographique. Cela contribuera, j'en suis convaincu, à identifier les domaines propices aux investissements clés dans nos pays. L'aggravation du phénomène d'immigration et l'éclatement au grand jour du trafic odieux et inhumain de l'esclavage, conséquence première de la pression démographique, nous préoccupent fortement et requièrent de notre part des actions fortes, concrètes et ciblées. Mais là aussi, nous ne devons pas nos responsabilités. Bien sûr, nous critiquons nos partenaires dans leurs responsabilités dans le retard de l'Afrique. Mais nous devons reconnaître aussi que si nous avons joué notre rôle, si en tant que chef d'État, nous avons pu trouver de l'emploi à nos jeunes, comme a dit le président ghanéen dernièrement, nos jeunes n'auraient pas émigré. Donc, nous ne sommes plus un syndicat de chefs d'État qui se protègent les uns des autres. Nous sommes devenus maintenant des chefs d'État responsables qui ne reculent pas de reconnaître leurs faiblesses et qui sont décidés à les surmonter. C'est bien d'accuser les autres, mais regardons-nous d'abord nos propres responsabilités. L'immigration de nos jeunes vers d'autres continents et les situations les plus cruelles auxquelles ils sont confrontés dans ces aventures périlleuses sont des sujets dont nous devons rester constamment saisis. Dans la même veine, la mise en œuvre d'une initiative pour le recrutement, la formation et le déploiement de 2 millions d'agents de santé communautaires sur l'ensemble du continent illustre notre volonté commune d'améliorer la santé et le bien-être de nos femmes et de nos jeunes. Il s'agit désormais de maintenir ce talent tout en restant conscient que c'est dans l'unité et la mutualisation de nos moyens et de nos efforts que l'Afrique pourra tirer pleinement profit du dividende démocratique et réaliser la transformation structurelle indispensable à son émergence. Chers collègues distingués invités, notre engagement à mettre effectivement en place notre zone de libre-échange continentale doit être maintenu et consolidé. Ce matin, j'ai dit que l'Afrique est le seul continent qui est en mesure d'avoir une zone de libre-échange couvrant l'ensemble des pays africains. Aucun continent n'est arrivé à ce succès. Nous félicitons donc notre frère Issoufou du Niger qui a brillamment mené cette tâche. Il s'agit là d'une question cruciale pour promouvoir l'intégration, mais au-delà de la dimension politique et idéologique, il s'agit d'une excellente initiative pour nous tous. Toutes les projections confirment que notre marché augmentera d'une manière significative et que notre industrialisation accélérée sera enfin sur les rails. L'année 2017 devait finaliser les négociations. Nos techniciens et agents ont tenu parole. Les chefs d'État et de gouvernement doivent à leur tour assouvir ce désir exprimé maintes fois. C'est finalement à portée de main, à portée de votre signature. Une autre étape décisive que notre organisation doit franchir concerne la décision relative au nouveau mécanisme de financement de notre Union. Il est indispensable de poursuivre sa mise en œuvre car il s'agit du moyen le plus sûr pour nous de résorber le déficit budgétaire chronique de notre organisation. Nous sommes très heureux de constater que l'ensemble des chefs d'État adhèrent à la nécessité de réformer notre organisation.
adhère à la nécessité de doter notre organisation d'une autonomie financière, car nous ne pouvons pas vouloir parler d'une seule voix et défendre les problèmes africains si nous dépendons du financement extérieur. Nous sommes certains qu'en dialoguant et en poursuivant les contacts, nous allons lever les petits obstacles qui sont plus dus au malentendu et à une mauvaise compréhension. À ce jour, plus d'une vingtaine d'États ont commencé à appliquer cette mesure, ce qui constitue un motif de satisfaction et d'espoir. Par ailleurs, une dizaine a commencé à s'engager dans le processus. En votre nom, je leur adresse mes sincères félicitations et aux autres, ceux qui ne sont pas encore engagés à travailler avec le comité des ministres de l'économie et des finances pour aplanir les divergences relatives à la mise en œuvre du prélèvement. Je comprends les préoccupations exprimées par certains États membres et je les encourage à travailler avec l'unité en charge du suivi de la mise en œuvre de la réforme que nous avons unanimement approuvée. C'est à ce prix que notre volonté commune de parler d'une seule voix se renforcera et que notre solidarité érigée en valeur sacrée se considérera. C'est également par ce biais que nous réussirons à sortir de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, ou du moins à la réduire considérablement, tout en maintenant avec nos partenaires les relations de confiance mutuelle que nous avons tissées au fil des ans. Ça nous permet ainsi de nous afficher en partenaires fiables et crédibles, c'est-à-dire que nos partenaires doivent avoir des relations avec nous d'État souverain à État souverain, et respectant notre souveraineté et un partenariat gagnant-gagnant. Nous ne voulons plus avoir affaire à des gens qui nous donnent les leçons et qui doivent nous dire comment nous devons gouverner, quand eux-mêmes ils ont des problèmes de gouvernance sur eux aujourd'hui, quand nous voyons à quel point les sondages sont démentis par les résultats des élections. Donc ceux qui ne savent même pas aujourd'hui ce que pense leur peuple ne peuvent pas nous donner les leçons sur ce que nous devons faire avec le peuple. Chers collègues distingués invités, notre continent continue d'être le théâtre de plusieurs tensions et crises, et cela malgré les efforts que nous déployons pour les endiguer. Le déficit de gouvernance, notamment en matière de lutte contre la corruption et de restitution des revenus, continue d'alimenter des tensions qui fragilisent et ruinent les efforts du développement. Là aussi, nous avons pris conscience, puisque le thème de ce sommet, c'est la lutte contre la corruption, dont le président Buhari, qui a démontré sa volonté et son engagement pour lutter contre la corruption dans ce pays, nous sommes certains qu'il portera haut cette lutte contre la corruption. À cet égard, la mise en œuvre effective de la Charte africaine de la démocratie, de la gouvernance et des élections contribuera à renforcer le climat de paix et de stabilité dans nos pays. Il est de même de notre tentative de faire taire les armes en Afrique d'ici 2020, qui doit être une priorité absolue et faire l'objet d'un suivi de tous les instants. Il s'agira pour nous également d'élaborer une stratégie réaliste et circonscrite dans le temps pour résoudre de façon durable les crises partout en Afrique où la paix, la stabilité et l'ordre sont menacés ou en voie de céder la place au chaos. Là aussi, la création du G5 montre la volonté des Africains de prendre leur destin en main de lutter contre les crises. Nous avons vu, même si nous soutenons les casques bleus, mon cher secrétaire général, nous avons vu que les casques bleus n'ont pas eu un rôle très efficient. Nous avons plus de 20 000 casques bleus au Congo-Kinshasa depuis des années. Cela ne donne pas de résultats. En effet, pourquoi voulez-vous que des Bangladeshs et des Indonésiens viennent mourir en Afrique? Ce n'est pas leur continent. Pour mourir en Afrique, il faut être patriote, aimer son pays. Donc seuls les Africains peuvent aujourd'hui se battre, accepter de mourir, parce qu'ils défendent leur patrie. C'est pourquoi l'exemple du G5 doit être encouragé et multiplié afin que nous prenions notre destin en main et que nous pouvons vaincre, faire taire les armes d'ici 2020 si nous prenons nos responsabilités. Il y a des États africains, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, qui ont des moyens logistiques. Ça veut dire que si nous devons nous battre, nos troupes n'ont pas à attendre l'intervention des pays extérieurs. Ces pays peuvent déjà, dans un premier temps, assurer la logistique de transport, comme le Maroc l'a montré dernièrement lorsqu'il a choisi de faire partir de la Libye nos frères qui subissaient l'esclavage. Donc il est important donc, que nous collaborons et que nous unissions nos forces afin que nous prenions en main la lutte contre le terrorisme et la fin de la guerre sur notre continent. Nous pouvons y parvenir en présentant un front africain commun
et en soutenant pleinement des initiatives des organisations régionales qui ont très souvent un avantage comparatif en matière de prévention, de résolution et de résolution des crises et des conflits. Je demeure convaincu qu'en collaboration avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui s'est engagé à prendre en compte et à respecter nos positions sur le conflit africain, nous parviendrons à trouver des solutions durables à toutes ces crises. C'est le lieu de se réjouir de la signature d'un accord de partenariat stratégique avec les Nations Unies qui reconnaît ainsi le rôle et la responsabilité de l'Afrique, notamment dans les opérations de maintien de la paix sur le continent. Chers collègues, distingués invités, je ne saurais conclure mes propos sans réitérer la nécessité de poursuivre avec ardeur et fermeté la rationalisation des méthodes de travail de tous les organes de notre Union, y compris notre conférence. Je suis particulièrement heureux de passer le témoin au président Paul Kagame, à qui nous avons confié le processus de réforme institutionnelle de notre Union. On ne pouvait pas mieux espérer meilleure confédération pour la poursuite du processus. Il est notre devoir à tous à lui apporter notre soutien total. Nous nous félicitons aussi du choix du président Sisi pour le 2019. Vive l'unité africaine, vive l'Union africaine, je vous remercie.